simplicité, mais voilà, lever la contrainte de conditionnalité, je n'ose pas. Je n'ose pas. Est-ce qu'il n'y a pas un accord potentiel quand même entre vous, entre nous tous d'une certaine façon, pour dire qu'une politique de revenus inconditionnelle, plus ou moins avec plus ou moins de conditionnalité ou de proportionnalité, suppose de toute façon une politique proactive, hyperactive de création d'emplois systématique, que ce soit des emplois aidés, que ce soit des emplois dans la fonction publique, que ce soit des emplois privés, ou que ce soit des emplois civiques. Enfin, c'est quand même ça la question. Et que si on sépare les deux, effectivement, ça ne marchera pas. Si on sépare les deux, on risque de tomber dans les risques culturalisés de création d'une sous-population marginalisée, qui sera uniquement dans le recevoir. Et ça, c'est catastrophique. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, fondamentalement. Ce que j'ai entendu, c'était quand vous disiez, voilà, la génération 1 pourrait jouer le jeu, la génération 2, la génération 3, on part dans un truc où on ne maîtrise plus rien. C'est que ça, une mentalité, qui a oublié le travail, quoi. Et ça, je comprends que c'est ce qui peut exister. Tout à fait. Je crois que c'est un enjeu colossal. Timothée, tu veux intervenir, réagir Parce que pour l'instant, évidemment, tu avais du mal à décrire l'expérience de la Gironde puisqu'elle n'a pas commencé. Non, simplement peut-être, moi il me semble, la question quand même fondamentale qu'il faut se poser, c'est effectivement la question que posait Paine il y a 2 siècles, c'est la question de la communauté politique. C'est-à-dire au fond, c'est comment à un moment donné on construit le citoyen au-delà de droits abstraits et d'un fondement juridique. C'est-à-dire comment on le fonde aussi à travers une citoyenneté sociale qui a existé, enfin qui s'est construite depuis le 19e siècle évidemment et qui a été sanctionnée par la mise en place de la sécurité sociale évidemment après-guerre et ses approfondissements, mais qui aujourd'hui clairement vit une forme de déraillement du fait du ralentissement de la croissance, des mutations du travail et autres. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut quand même reposer cette question et on ne peut pas faire comme si finalement on pouvait attendre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une politique de l'emploi très forte, de développement économique, etc. Bien sûr qu'il faut l'avoir. Pour autant, il n'empêche qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas exercer leur citoyenneté du fait même de la situation dans laquelle ils sont. Et donc c'est pour ça que moi je pense que cette question de la communauté politique est fondamentale et qu'il faut donc la fonder sur un véritable droit à une existence qui, alors bien sûr, doit être en dessous des revenus du travail, donc ce sera sous le SMIC, moi je pense, mais qui quand même devra se poser la question du niveau, parce qu'aujourd'hui, 480 €, même avec les APL que l'on rajoute, c'est quand même bien peu. Donc je crois que c'est ça à un moment donné qu'il s'agit de poser, et moi je crois beaucoup par contre, et pour moi c'est vraiment une ligne rouge en fait, très clairement, c'est cette question de l'inconditionnalité. Je pense qu'il faut une condition de ressources, mais qu'en face on ne peut pas exiger des gens un certain nombre de choses. Voilà, je crois que on n'est pas sur des sommes si colossales que ça. Je l'ai mentionné, avec les 25 milliards pour l'ensemble des minima sociaux. D'accord ? C'est rien, c'est 1% du PIB. Donc je pense qu'on peut se le permettre d'un point de vue économique. D'un point de vue anthropologique, moi j'ai tendance à penser que ça permet de fonder une communauté politique. Et à la limite, j'ai envie de dire, testons-le. C'est ça aussi la vertu de l'expérimentation. Est-ce que si on lève cette contrepartie, est-ce que derrière les gens vont finalement sortir effectivement du marché du travail, partir à Malibu ou je sais pas quoi. Ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout établi. Moi j'en suis pas sûr du tout et je pense même le contraire. Parce que je pense que justement l'accompagnement social, le travailleur social, il pourra se concentrer sur ses vraies missions et qu'on sortira de l'effet pervers au fond, parce que c'est un effet pervers dans le travail social, et c'est ça la crise de sens du travail social dont on parle tout le temps, mais qu'on n'arrive pas à régler, c'est cette bureaucratisation, cette paperasse infinie d'un côté, et puis le côté finalement, d'un côté on donne l'allocation, et puis de l'autre on organise le flicage. Et ça, en termes de posture professionnelle, je pense que ça pose vraiment problème, et en tout cas, il y en a un certain nombre qui en témoignent, me semble-t-il. Donc je pense que vraiment, au-delà, pour moi, même le montant, il est important, mais il est presque secondaire, dans le sens où je crois vraiment que c'est cette question de fonder un droit, une citoyenneté sociale qui me semble vraiment primordiale. Voilà, pour moi, c'est le préalable finalement à tout le reste. Petit rappel historique. Dans un groupe qui ressemblait un petit peu à celui qui est réuni ici, il y a une quinzaine d'années, là, j'ai oublié, Association pour une économie, une citoyenneté plurielle, à laquelle participaient Patrick, Jean-Baptiste, beaucoup de gens, qui étaient aussi divers, voire plus que ceux qui sont réunis ici. Il y avait des tenants comme Yolande Bresson de l'inconditionnalité radicale, des opposants virulents, comme Jean-Baptiste, etc.
Et au bout du compte, et ça s'est reproduit après le rapport Bélanger sur la protection sociale, au bout du compte, tout le monde est tombé d'accord sur l'idée que la seule formule viable, c'était une revue means tested, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire un revenu sous condition de ressources, mais irrévocable et cumulable. Irrévocable et cumulable. Donc on retrouve la plupart des bénéfices du revenu inconditionnel. Bruno. Oui, et est-ce que ça l'individu qui est au RSA, il ne fait pas rien de ces jours. Seulement, il va s'activer, il va dans une association, genre faire de la musique, c'est comme ça que ça se passe dans les provinces profondes. Au niveau local, il y a un tissu associatif et ils n'arrêtent pas de se produire des services entre eux. Et donc, si on arrivait à revaloriser ce genre d'activité et que ça participait de la définition du PIB, je veux dire de même que on n'aurait plus ces discussions. Parce que c'est très rare les gens qui touchent leur RSA et qui restent chez eux à dormir comme Alexandre le Bienheureux. Hein, je veux dire, c'est pas seulement, ils sont peut-être un peu sortis du système mainstream des grandes villes, mais ils ont une activité locale et on le voit. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand tu regardes des selles, etc. L'activité des selles ne rentre pas dans le PIB. Les systèmes d'échanges locaux où les gens et pourtant là, on est dans le niveau de l'existence. Ça participe vraiment au revenu minimum d'existence, ce genre de choses. Seulement, tu ne le payes pas dans la monnaie. Et donc, d'où le problème, c'est est-ce qu'on autorise la monnaie créée par les banques à évaluer toutes les activités dans la société? Ou est-ce qu'on met en place des monnaies spécifiques à des sphères de vie spécifiques et qu'après on rassemble et on évalue les rapports entre ces monnaies pour les intégrer dans la richesse sociale? Tu vois, c'est un truc vraiment fondamental. Parce que l'euro qui est émis sur la base des marchés internationaux, etc., et des logiques bancaires et financières internationales, n'arrive que très peu. Je me rappelle, il y a une pierre d'Olivier, comment il s'appelle, Olivier Gaucho, qui avait fait une carte sur l'euro en France. Il y a l'Himalaya dans l'Île-de-France, il y a les Alpes à peu près au niveau Marseille, Lyon, etc., Bordeaux. Puis après, et puis vous avez beaucoup de cuvettes, où il n'y a rien. Hein, il n'y a rien par rapport à l'Himalaya. C'est-à-dire que là, il y a le fait qu'on évalue avec une seule monnaie mondiale, en fait, des activités productives de services qui permettent aux gens de vivre au jour le jour et qui ne sont pas prises en considération. Et donc, il y a besoin d'un minimum. Bon, donc de minimum d'existence, parce que tu ne peux pas tout faire au niveau local avec des échanges locaux, je pense qu'on a presque un faux problème, là. On est presque devant un faux problème, et il y a très peu de tir au flanc. Dans les systèmes, tous les travaux qui avaient été mis en place au Québec sur la contrepartie au moment du RMI, et il y avait des comparaisons France-Québec, on s'apercevait que ça coûtait beaucoup plus cher de fliquer les trucs que de laisser passer 3% de gens qui fraudent le système. Il n'y a que 3% de spécialistes. Il faut déjà être vachement élaboré pour avoir cette logique, je vais frauder le système. Ça existe, on en rencontre tous les jours, mais c'est vraiment hyper minoritaire. Et donc, est-ce qu'il faut s'attacher à ça pour faire des grandes lois sociales? Il y a toujours des gens qui détournent. Moi, je pense que c'est presque un faux problème, ce problème. Là, il y a vraiment voilà, une prise en compte à prendre de ces activités. Moi, j'aurais des doutes sur la reconsidération du PIB, mais ça, c'est une affaire. Juste un mot. Oui, Bruno, je vais donner la parole. Juste un mot pour aller dans ton sens. Il y a un auteur qu'on n'a pas cité ici, je trouve remarquable. Comment il s'appelle, Bregman, Piers Bregman. Parce que sur les expérimentations, il raconte un nombre d'expérimentations absolument extraordinaires. Et qui peuvent se résumer en une phrase qui fait tout à fait écho à ce que tu viens de dire. Pourquoi est-ce que les pauvres sont pauvres? Parce qu'ils n'ont pas d'argent.
Alors ça a l'air d'une pure et simple tautologie, mais dès qu'on détaille un petit peu, on voit que dès qu'ils ont de l'argent, ils s'activent, ils ne sont plus pauvres. Donc on renverse la tautologie dans un sens positif et c'est tout à fait passionnant. Ben, on peut maintenant ouvrir le débat général. Je commence par Bruno Tardieu, pour deux raisons. D'abord parce que tu peux faire part des expériences d'ATT, d'une part, et d'autre part parce qu'il faut que tu prennes un train rapidement, et puisqu'il y a que les trains de banlieue ne marchent plus à partir de 10h du soir. Merci beaucoup. Voilà, donc je suis à ATD Carmonde, j'étais responsable national pendant 8 ans, et on a beaucoup travaillé sur tout ça. On a expérimenté le RMI en Bretagne, avant que ce soit le RMI. Oui. Et l'étude a montré effectivement que la stabilité d'un revenu, l'étude s'appelait « Un an sans retourner chiner », permettait de refaire des projets. Donc la stabilité permet de refaire des projets. Donc, ce soir, j'ai appris encore beaucoup de choses. Je voudrais dire où on en est de nos réflexions. Et avant ça, une toute petite remarque que je me suis permis de faire. Parce qu'en fait, on entend beaucoup que 30% des gens qui ont droit au RSA ne le demandent pas. Alors, ce qui est vrai, j'ai beaucoup travaillé avec le Dénor, Philippe Varin, ce qui est vrai, c'est que 30% des gens qui ont droit au RSA ne le touchent pas. De là à dire qu'ils ne le demandent pas, c'est un peu cavalier, parce qu'en fait, ils sont dans le parcours du combattant de « il me manque un papier, et j'ai pas encore déclaré mes ex ». Parce que, Marc dit qu'il faut déclarer ses ex pour avoir le RSA, il a parfaitement raison. Donc c'est une chose erronée de dire que 30% des gens qui ont droit au RSA ne le demandent pas. Parce que ça alourdit l'image que non seulement on leur met 450 balles pour eux à la CAF, et en plus ils sont trop fatigués pour aller le chercher. Ce n'est pas ça. L'autre chose que je voulais dire, qui est peut-être plus dans le sujet, c'est que pour nous, la question centrale est celle de la contribution de chacun. Non pas seulement comme un devoir, mais comme une recherche. Jean-Baptiste, tu en as parlé, l'utilité de chacun. Je ne pense pas que ce soit juste en face à face, c'est communautaire. Les territoires zéro chômeur, l'expérimentation de territoire zéro chômeur auquel on a été à l'initiative de ça, ce que ça permet, c'est de trouver le talent de chacun. Quel va être le don de chacun? Pour nous, ça c'est premier. Alors évidemment, il faut le financer. On n'est pas contre nécessairement le revenu minimum, le revenu d'existence, mais pour nous, ce qui est central, c'est l'effort, pas du tout réfléchi, à mon avis, de rechercher le don que chacun va pouvoir faire. Les entreprises d'emploi s'organisent autour, voilà, sur le territoire de Redon, il y a 77 chômeurs de longue durée, on peut les connaître, on peut parler à tous les agriculteurs, et on peut réfléchir à la contribution de chacun collectivement. À Pôle emploi, on n'a pas le droit de présenter un chercheur d'emploi et un employeur. Or, il y a des gens, des alliés d'ATD Carmonde à Pôle emploi qui disaient on pense que si on les présentait, ils trouveraient quelque chose. Ils se trouveraient. Non, on n'a pas le droit, il faut rationaliser. Tu mets tes compétences sur un papier, je le donne à l'autre. Donc ça, c'est la bêtise collective. L'intelligence collective d'aller chercher la contribution, le talent, pour nous, c'est la question première. C'est le contre-don avant le don, si vous voulez. Alors on pose la question, qu'est-ce qu'ils vont nous donner en échange? Mais ils n'attendent que ça, les gens. Marc a fait l'effort d'aller dans 2 universités populaires du Carmonde pour en parler. Et je pense que c'était intéressant. En fait, les gens nous disent beaucoup que ça leur fout la trouille d'être dans une sous-caste de gens qui auraient juste revenu et dont on n'attend plus rien. Voilà, c'est un témoignage, c'est l'état de nos réflexions. Je pense que ça rejoint ce que dit Jean-Baptiste, mais je voulais ajouter que la recherche de la contribution de chacun, c'est pas juste créer de l'emploi. C'est beaucoup plus profond que ça, et c'est communautaire, et c'est une intelligence qui est basée, à notre avis, on l'a découvert avec Alain Caillé il n'y a pas si longtemps, sur le donner, le recevoir, le rendre, qui est une relation fondamentale. Mais en fait, pour vivre ça, il faut aller... Je voudrais encore un dernier mot sur le romantisme de Bruno, qui dit que les gens au RSA, ils font des tas de trucs, ils font de la musique. Le chômage de longue durée, ça détruit. Ça détruit. Je ne parle pas du oui, chômeur de longue durée. Moi j'en parle. Oui, d'accord. J'en parle parce que Jean-Baptiste a bien dit que les gens restent longtemps au RSA. Les gens, ils se sentent des sous-humains. Et donc retrouver, c'est notre job, si je peux me permettre, mais à mon avis c'est le job de toute la société, retrouver
le talent, l'énergie, la contribution de chacun, c'est un défi énorme et c'est le défi premier. Et les gens au RSA se sentent pas du tout capables d'aller dans les réunions, pas du tout capables de dire ce qu'ils pensent qu'ils sont bêtes, etc., etc. Je ne dis pas les 6 premiers mois, je ne dis pas pour un artiste, je ne dis pas pour un agriculteur qui sait qui il est, qui sait qu'il contribue. Pour les artistes, tout le système de, comment ça s'appelle, intermittent, c'est absolument génial. Ils savent qui ils sont, ils savent qui contribuent, la société leur permet de créer. La question, c'est les gens qui sont persuadés qu'ils ne peuvent rien créer. Ça, c'est la question pour nous première. Et alors, je suis d'accord avec ce que j'ai entendu, que le débat sur le revenu minimum, le revenu d'existence, permet de dire tout ça, tant mieux, le débat est très riche. Mais nous, on est plutôt à dire, c'est pas la question première. Un mot de commentaire de Jean-Baptiste qui demandait. Je voulais simplement ajouter que ce qui était intéressant dans l'opération territoire zéro chômeur, je vous rappelle que les entreprises à but d'emploi